Alors bonjour. Alors que nous attendons les derniers inscrits, je profite de ces premières minutes pour rappeler que ce rendez-vous est proposé par le site Keox en exclusivité à ses abonnés. Alors je rappelle que Keox permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment, qu'il contient aussi les analyses des meilleurs experts publiées dans 5 classeurs mis à jour plusieurs fois par an et dans la revue bimestrielle Complément technique. Par ailleurs, tous les abonnés reçoivent 2 fois par mois une newsletter qui reprend les principales actualités parues sur le site. Alors, et comme chaque mois, nous avons proposé aux abonnés de s'inscrire pour assister en direct au rendez-vous d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir 3 intervenantes, Sonia Ocello, mon voisin, qui est architecte AMO, Émilie Ball, étudiante en génie urbain, et Caroline Guichard, ingénieure chargée d'études en économie circulaire. Alors que les ressources diminuent et demandent de plus en plus d'énergie pour être extraites, et qu'une crise écologique menace, la transition vers une économie circulaire paraît indispensable. Le secteur de la construction, qui est responsable de plus des 2/3 des déchets en France, est particulièrement concerné. Les initiatives sont multiples pour encourager le réemploi et le recyclage des matériaux de construction. Elles peuvent être porteuses d'innovation et d'emploi. Alors nos intervenantes feront un point sur leur avancement, sur les premiers retours d'expérience et les difficultés rencontrées. Alors, avant de vous laisser la parole, Sonia Ocello, mon voisin, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via la boîte de dialogue sur la droite de l'écran. Alors, n'hésitez pas à utiliser le bloc questions. À tout à l'heure. Donc, Sonia, à vous. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vous présente déjà les plans de la présentation. Ça va se faire en 4 parties. À part l'introduction, une partie qui nous permet d'entrer dans les cadres réglementaires et donc dans le contexte qui porte les concepts d'économie circulaire en pratique. En particulier l'économie circulaire au service du bâtiment, parce qu'on est des acteurs du bâtiment. Et là, il y aura toute une série d'éléments qu'on va prendre en considération, liés à l'actualité notamment. Et en 3e partie, on vous présentera une offre proposée par EDIS qui a répondu à un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle CEVAP. Donc on vous proposera une méthode et des retours d'expérience en 2 projets en pratique, Aristide et la tour initiale à la Défense, et également une chose un peu particulière qui n'est pas un bâtiment et qui est plutôt un camion pop-up pour les stockages et les transports des ressources à réemployer. Et enfin, on fera ensemble des conclusions aussi vis-à-vis de vos questions, par rapport aussi aux questions que vous poserez. Je laisse la parole à Émilie Ball et en fait on s'est organisé en binôme, donc ça sera moi et Émilie qui alternons l'animation. Bonjour à tous. Alors pourquoi parler d'économie circulaire aujourd'hui? Donc parce que déjà dans un premier temps c'est quelque chose de relativement nouveau avec lequel on est encore peu familier et avec lequel on va forcément être amené à se familiariser dans les années à venir compte tenu du contexte environnemental actuel, mais aussi des politiques qui commencent à se mettre en place. Donc, d'où vient l'émergence de l'économie circulaire? On en a déjà un peu parlé. Ça vient d'une prise de conscience de l'importance de préserver les ressources naturelles qui aujourd'hui s'épuisent et qui sont vulnérables, mais aussi de l'importance en fait de diminuer la production des déchets. Donc là, on vous a mis un chiffre, c'est 325 millions de tonnes de déchets qui étaient produits en 2015 selon l'ADEME. On voit que c'est quand même un chiffre relativement important qui montre que notre système de consommation et de production tel qu'il existe aujourd'hui, donc qui suit un schéma linéaire avec l'extraction, la fabrication, la consommation et la fin de vie n'est tout simplement pas viable. Donc il faut essayer de transformer ce système de production en un cercle vertueux et essayer de mettre en place en fait l'économie circulaire qui se présente un peu comme une réponse plus viable
pour tout ce qui est gestion des ressources et des déchets. Donc on parle beaucoup des bénéfices environnementaux, mais il ne faut pas oublier que l'économie circulaire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le développement durable. Donc il y a aussi des aspects économiques et sociaux à prendre en compte. Donc on perçoit aussi l'économie circulaire comme un moyen de créer des synergies entre les différents acteurs, puis de créer aussi de nouvelles activités en fait qui vont pouvoir créer donc des emplois locaux, des emplois non délocalisables et pérennes. Donc voilà pour l'introduction. Donc maintenant, on va un peu parler donc du concept, aussi bien du côté réglementaire. Donc le cadre réglementaire tel qu'il est aujourd'hui est encore un peu flou. On va pas se le cacher, on n'a pas beaucoup d'informations et de modes opératoires pour mettre en place l'économie circulaire concrètement. Mais il y a quand même des textes qui commencent à apparaître et qui commencent à être publiés. Donc pour vous citer quelques exemples, il y a la norme XP 30901 qui est parue en octobre dernier publiée par l'AFNOR et qui présente un peu un mode opératoire pour les acteurs qui souhaiteraient expérimenter l'économie circulaire, mais c'est aussi un moyen en fait d'un peu faire connaître l'économie circulaire des acteurs. Après, on a la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, on en entend un peu plus parler, qui est, plus particulièrement son titre 4, donc lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire, qui donne un peu une définition de ce qu'est l'économie circulaire et qui fixe aussi des objectifs pour la mettre en place. Au niveau du plan national de réduction et de valorisation des déchets, donc ça va être en fait une traduction mode en opérationnel, les objectifs donc qui ont été mentionnés dans la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte. Après, on a d'autres textes, par exemple comme une ordonnance donc du 17 décembre 2010 qui définit un peu, qui explique un peu ce que c'est un déchet et aussi les modes. La hiérarchie à privilégier dans tout ce qui est traitement de ces déchets. Après, on a des idées aussi de projets, de fiscalité matière, de TVA circulaire, donc qui essayent d'intégrer aussi les aspects entrée de matière pour privilégier des matières recyclées, pour préserver la valeur des matières également. Et puis après, on a, pour citer un dernier exemple, les règles de l'art du Grenelle de l'environnement, qui sont un peu, qui servent de guide et un peu de feuille de route pour tout ce qui est diagnostic des matériaux. Donc c'est principalement dans le cadre de rénovation, mais on pourrait aisément penser pouvoir le généraliser aussi au réemploi et à d'autres pratiques. Et puis voilà, pour finir, il y a aussi un projet de loi qui a été annoncé et qui devrait paraître d'ici l'été 2019, qui porterait aussi sur l'économie circulaire et comment améliorer la gestion des déchets. Donc un peu plus concrètement, donc l'économie circulaire, ça touche des thématiques très vastes. Là, on vous a mis les 7 piliers principaux. Chaque étape, on le voit sur le schéma, entraîne un peu la suivante. Donc ça va déjà de l'extraction et l'exploitation. Donc cette idée d'être dans de l'efficacité, produire plus, produire mieux avec moins de matière. Après, on a l'éco-conception, donc tout ce qui est conception. Donc, on a cet aspect conception et l'idée de déjà en amont intégrer cette problématique de gestion des déchets, intégrer l'aspect recyclabilité, l'aspect réversibilité des matériaux. Après, l'aspect écologie industrielle, donc c'est l'idée de mettre à l'échelle du territoire et des synergies entre les acteurs pour essayer d'optimiser tout simplement la gestion des ressources, essayer de valoriser un maximum les flux de matière aussi. L'économie de la fonctionnalité, donc cette histoire de privilégier l'usage à la possession et cette idée de partage comme on le fait déjà avec Autolib ou avec Vélib par exemple.
La consommation responsable, donc nous, à l'échelle de consommateurs, on est un peu sensibilisés à ça avec l'idée de consommer local, de réduire le gaspillage alimentaire, mais on peut le faire à des échelles beaucoup plus grandes aussi. Donc avec l'idée de le mettre en place à l'échelle du bâtiment, essayer de prévoir de l'utilisation de matières premières locales, essayer d'utiliser des matières recyclées ou biosourcées. L'allongement de la durée de vie des matériaux, donc ça, on va pas mal revenir dessus dans cette présentation. C'est l'idée de jouer sur la réparation, donc la remise en fonction des matériaux plutôt que de les jeter, la réutilisation, donc on peut imaginer réutiliser des pièces détachées pour remplacer des pièces dans d'autres équipements encore fonctionnels. Et puis le réemploi, donc l'idée de remettre dans le circuit économique des matériaux qui ne correspondaient plus aux attentes d'un premier usager. Et pour finir, donc la prévention et la gestion des déchets dont on est tous à peu près familiers, et l'idée de recycler, donc soit en boucle fermée, donc pour un matériau par exemple le verre pour faire du verre, ou en boucle ouverte pour par exemple des bouteilles de plastique pour faire des fibres de laine, etc. Donc on en vient un peu au cœur de notre présentation, donc l'économie circulaire, donc à l'échelle du bâtiment. Pour vous resituer un peu le contexte, c'est vrai que je pense que c'est important d'illustrer ça un peu par les chiffres. Donc on voit que c'est 228 millions de tonnes de déchets donc qui sont produits par an dans le secteur de la construction. Donc c'est 70% de la production totale des déchets. Donc on voit que ça représente quand même une part importante, et que si on veut essayer de pouvoir réduire de manière durable la production de déchets, c'est sur ce secteur qu'il va falloir agir en priorité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des matériaux de construction sont éligibles à une seconde vie, à part les matériaux dangereux qui doivent nécessiter des traitements spécifiques. Aujourd'hui, on recycle en moyenne 50% des matériaux. Donc donc on maîtrise le recyclage. Hein. C'est une filière qui est déjà bien construite, même s'il reste des progrès à faire. Tout ce qui est béton, matières premières, on sait recycler. C'est vrai que si on veut atteindre donc les objectifs de 70% de valorisation des matériaux, des déchets de construction d'ici à 2020, comme le définit la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, il va falloir essayer de compléter un peu par d'autres voies. Et c'est pourquoi le réemploi notamment est perçu comme un bon moyen d'essayer d'augmenter la revalorisation des matériaux sur les opérations. Le 23 avril de cette année, les gouvernements ont annoncé une feuille de route sur 50 points et synthétisée en 5 mesures. Revoir le fonctionnement de la gestion des déchets du bâtiment, ce qui déterminerait du coup la nécessité de créer la filière de la responsabilité élargie du producteur, parce qu'il faut forcément parvenir à assurer une certaine qualité du matériel et des matériaux réemployés. Revoir les diagnostics avant démolition, qu'aujourd'hui est déjà obligatoire sur une surface plafond de 1000 m² chaudes, mais qui serait à revoir selon d'autres règles que celles d'aujourd'hui. Améliorer la communication et l'information. Donc le gouvernement a promis des guides techniques. À aujourd'hui, il n'y a rien de concret qui effectivement est en vue. Et c'est vrai que c'est compliqué de penser que on arrivera effectivement à avoir des vrais guides techniques. L'ADEME a déjà travaillé beaucoup sur les fiches, des fiches techniques qui a édité en 2017, donc il y a très peu, donc très récentes, qui peuvent déjà être considérées comme une base pour ces guides. On est certain quand même que créer des guides techniques pour les bâtiments en particulier et pour tous les parties d'un bâtiment, tous les lots d'un bâtiment, sera compliqué. Utiliser la commande publique comme levier, c'est la 4e mesure. Ça aussi, on verra. C'est pas évident pour les bâtiments, on les voit bien.
C'est beaucoup plus simple pour certaines parties, comme les réemplois dans les projets routiers, mais pas évident pour les bâtiments en soi-même. Et du coup, le numérique comme moyen. Bon, ça c'est la seule chose sur laquelle on est certain. Il y a tout un mouvement qui vient de se créer, particulièrement ces derniers temps, après l'annonce justement du 23 avril, et en attente de cette loi plus concrète dont Émilie parlait tout à l'heure. Là, c'est sûr, numérique comme moyen, on voit se créer des plateformes numériques de plus en plus importantes et actives. Et donc là, effectivement, c'est quelque chose sur lequel déjà il y a beaucoup de travail fait. Je rappelle quand même qu'il y a aussi des schémas départementaux de gestion des déchets du bâtiment de travaux publics. C'est la circulaire du 15 février 2000 qui devrait être mise en place et qui ne sont pas opposables au plan local d'urbanisme. Donc il y a cette notion de synergie, de compatibilité entre les collectivités locales et les départements. Ce qui pose aujourd'hui un vrai souci parce que sous la responsabilité en fait de qui doit prendre en charge en fait les déchets. Les maîtres d'ouvrage, les fabricants, les constructeurs. Donc ces schémas départementaux sont un peu oubliés et aujourd'hui il faudrait tout remettre à plat et réfléchir là-dessus également. De la lecture qu'on peut se faire aujourd'hui sur tout ce que c'est dit et que se produit plutôt sur voie expérimentale que pratique, on voit bien qu'il y a quand même un processus qui pourrait être intégré dès le début du projet. Bien évidemment, il y a une synergie à créer entre les acteurs depuis le début jusqu'à la fin du processus de construction. Donc à partir du maître d'ouvrage jusqu'à l'entreprise en passant par le maître d'œuvre. En réalité, il y a des réflexions qui sont déjà faites justement dans les fiches de l'ADEME parce qu'existe déjà un schéma qui s'appelle les SOGED. Donc il y a déjà un schéma pour l'organisation et la gestion de l'élimination des déchets. Du coup, effectivement, il y a une base sur laquelle travailler. Émilie va nous en dire un peu plus. Déjà, si on veut essayer de faire en sorte que l'économie circulaire soit un peu plus systématique sur les projets, il faut déjà que l'initiative vienne du maître d'ouvrage qui souhaite intégrer ça à ses projets. Donc ça passe par l'intégration de clauses spécifiques au réemploi au niveau des cahiers des charges et dans les contrats de maîtrise d'œuvre. Et puis ça passe aussi par le maître d'œuvre qui doit déjà continuer à faire son rôle de chef d'orchestre, mais qui doit essayer d'intégrer ce sujet de la gestion des déchets. Donc aujourd'hui, dans les pièces graphiques qui sont écrites par les maîtres d'œuvre, il est spécifié que les matériaux doivent être neufs. Donc c'est vrai que ça constitue encore un frein qu'il va falloir essayer d'effacer pour pouvoir généraliser ce type d'initiative. Donc c'est vrai que on en parlait déjà au niveau de la construction, mais ça se passe aussi au niveau de la vie du bâtiment, donc avec la maintenance, essayer de privilégier les réparations au lieu de jeter directement les équipements, essayer de récupérer les pièces détachées de certains équipements qui vont être changés pour essayer de réparer d'autres équipements. Voilà, c'est vraiment essayer d'utiliser les matériaux in situ un maximum. Et puis après, au niveau de la rénovation et de la démolition, donc on a aussi nouveau le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qui ont un rôle important à jouer. Et donc on doit de nouveau essayer d'intégrer des clauses spécifiques à cet aspect-là pour essayer de voir non plus seulement le bâtiment et les matériaux comme des déchets, mais plus comme une banque de matériaux qui peuvent être réutilisés donc déjà dans le cadre de rénovation, et puis essayer de faire en sorte que
il y ait des synergies qui se créent. C'est comme on en parlait, l'histoire de si un projet de rénovation se fait en parallèle à un projet de démolition, essayer de pourquoi pas récupérer les matériaux du projet de démolition pour les intégrer au projet de rénovation. Donc il y a vraiment cet aspect d'essayer de créer des coopérations entre les acteurs et les projets. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le réemploi et la réutilisation sont encore difficiles à mettre en place. Pourquoi ? Parce que le cadre réglementaire et les assurances, c'est encore un peu flou, mais on reviendra dessus par la suite. Et donc voilà, comme je le mentionnais déjà, intégrer des clauses spécifiques vraiment déjà dans les contrats en amont pour essayer de systématiser un peu les démarches. Donc, quand on parlait déjà Sonia, donc la transition numérique, c'est vraiment vu comme un levier pour le réemploi parce que ça nous offre des données sur lesquelles on peut s'appuyer dans le cadre de nos travaux. Puis aujourd'hui, on fait aussi face à la révolution numérique avec le BIM et l'utilisation de maquettes numériques qui nous permettent d'identifier et de mieux visualiser les gisements de matériaux et puis essayer d'anticiper un maximum en amont leur fin de vie. Donc il y a cette idée vraiment d'anticipation, on va beaucoup en parler dans la présentation. Et en parallèle à la maquette numérique, il y a aussi cette idée d'éco-conception qui est importante pour essayer d'intégrer un maximum dès l'amont d'un projet cette idée de recyclabilité et de faciliter les désassemblages pour pouvoir promouvoir le réemploi. C'est clair que cette problématique, ou plutôt cette filière et cette partie de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, on se focalise là sur l'économie circulaire au service du bâtiment. C'est important de rappeler qu'il existe une problématique générale qu'est l'économie sociale et solidaire, mais on veut bien faire la différence. Donc là, c'est vraiment économie circulaire au service du bâtiment. Et rien que cette partie-là a des enjeux et des problématiques qui se croisent très importants. Déjà, il faut se poser la question de quels sont les avantages économiques et environnementaux par rapport à une mise en peine. Parce que c'est sûr qu'environnementaux, il y en aura. Sur les avantages économiques, on n'est pas encore en mesure de rassurer un maître d'ouvrage, que ça soit public ou privé, sur effectivement la réévaluation du réemploi par rapport à l'utilisation de matériaux neufs. Et après, bien sûr, il se pose quand même clairement la problématique très très importante sur laquelle le gouvernement ne nous apporte pour le moment aucune réponse, sur les garanties et les responsabilités. Mais on en parlera aussi plus tard. C'est quand même très important parce que déjà, sur les responsabilités et les garanties d'un projet en public, il y a une réglementation bien précise. Donc il faut revenir dessus, il faut anticiper là aussi, selon qu'on veuille faire du remploi pour un nouveau projet ou tout simplement une démolition et une vente des matériaux réutilisables. Et du coup, la traçabilité aussi qui est important et tout est lié en fait. C'est pour ça que je parle des problématiques croisées. La traçabilité de ces matériaux, de ce matériel, de tous les matériels qui viennent identifiés comme à double potentiel, donc qui peuvent avoir une autre vie. Je parle toujours de la filière du bâtiment, bien évidemment, et qu'il faut bien évidemment tracer pour pouvoir éventuellement engager les responsabilités, les garanties. Bien évidemment, on a aussi une différenciation très importante à pratiquer, et c'est la différenciation des déchets. Là, c'est vraiment déchets. Comme disait Émilie tout à l'heure, il faut qu'on fasse en sorte qu'on parle plutôt que des déchets des ressources. Mais il y a effectivement dans le bâtiment des vrais déchets. Donc, il faut faire attention surtout aux DID, les déchets industriels dangereux, pour lesquels il y a déjà des éléments réglementaires formels
qui organise et anticipe et donc force à certaines pratiques dans l'utilisation de ces déchets. Il faut aussi trier les déchets. Il y aurait pratiquement à faire une sorte d'analyse depuis le début, une sorte d'analyse des flux, trier les déchets par rapport au flux des nouvelles vies qu'elles devraient suivre. Et on reviendra dessus aussi sur cette problématique qui est un peu particulière et qui est oubliée, les flux en fait. C'est vraiment les flux des déchets qui ne doivent pas se mélanger. Après, bien évidemment, il y a la question du rapport offre-demande. Et donc, il faut se poser la problématique. On revient donc à croiser les avantages économiques environnementaux. Est-ce qu'il y a autant de demandes que d'offres, tout considéré? Donc, on a vu l'aspect garantie, on a vu l'aspect traçabilité. C'est vraiment là la question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui se sont mises en œuvre, qui sont actives. Et donc, il faut un peu de temps pour tirer les leçons et identifier effectivement ces rapports offre-demande, identifier comment dire, quelle est au final, quel est vraiment le plus avantageux, la mise en benne ou la reprise du remploi. On a bien évidemment depuis déjà une dizaine d'années, je dirais, des expériences. Donc on peut faire des retours d'expérience et des premiers constats sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Il y a des sociétés qui sont des pilons du bâtiment très connus comme Placoplâtre ou Lafarge, qui depuis déjà 2008, ils ont créé ce qu'aujourd'hui on appelle l'économie circulaire et qu'à l'époque on pensait tout juste comme un remploi, du bon sens de remploi de ce qui était possible justement réemployer. Donc le projet Placo Recycling des placoplâtres pour les chutes un chantier de plaques de plâtre, la démarche Agneo de Lafarge sur les produits, les déchets inertes. Plus récemment, on a un associatif d'architectes qui travaille beaucoup, qui s'appelle Bellastock et qui récemment a obtenu, avec l'aide de la région Île-de-France et un projet aussi de l'ADEME, pour construire une sorte de projets expérimentaux. Notamment, récemment, il travaille avec Pleine Commune sur les projets de la ZAC fluviale. C'est des projets qui sont plutôt des ateliers et qui expérimentent la possibilité du réemploi en amont. C'est-à-dire on crée déjà le projet en réfléchissant au remploi des matériaux dans le contexte territorial, voire des quartiers. L'ADEME a fait un appel à projet, on a des premiers retours donc sur des projets, à part celui-là de Bellastock dont je vous parlais qui s'appelle proprement Répare. Il y a eu des modulaires aussi. Qui se pose plutôt sur l'anticipation, dans la conception par anticipation. Et il y a eu un festival Zero Waste qui a fait intervenir différents personnes qui s'occupent déjà largement de l'économie circulaire, comme encore eux, ou Bellastock également, ou Morgane Moinet qui a créé une plateforme particulièrement active actuellement qui s'appelle Matériaux Emploi. Et justement donc les plateformes numériques qui aujourd'hui se multiplient et essayent effectivement de créer une sorte de réseau justement dans le contexte des rapports offre-demande dont je parlais tout à l'heure, dans cette
dans cette nécessité de croiser, de mettre en synergie déjà, comme disait Émilie tout à l'heure, et de faire croiser les gens, de mettre en rapport les acheteurs, les vendeurs et les acheteurs, d'identifier les ressources, on va dire plutôt, les ressources à réemployer les plus intéressantes. On sait déjà aujourd'hui qu'il y a un taux de révalorisation très important pour les gros œuvres et pour les matériaux inertes parce que c'est justement la filière routière qui est très preneuse. Il y a un peu moins de taux de révalorisation sur les secondes œuvres en particulier. Donc c'est là que les plateformes numériques doivent se concentrer et pouvoir identifier des ressources en particulier et des preneurs intéressés. De tous ces constats qu'on peut faire sur les projets expérimentaux ou des projets comme c'est qu'après on vous présentera, qu'Edis est en train de faire de façon concrète, mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres sociétés qui font du conseil et de l'accompagnement dans le réemploi. Je cite juste Recyclage, qui a quand même une plateforme, un réseau d'autour de 900 récepteurs entre associations et structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a Reuse qui mérite d'être rappelé parce qu'elle est créée par 2 ingénieurs spécialisés pour lesquels il faudra exploiter les bâtiments d'hier pour mieux construire ceux de demain. Donc là-dessus, je dis, et voilà, il y a en fait un point zéro aujourd'hui des mouvements. Il y a un mouvement qui s'est créé, c'est un mouvement autour du bâtiment notamment. On est là pour parler que de ça, donc je ne parle pas des autres filières bien évidemment, c'est tout ce que l'économie circulaire ne touche pas qu'au bâtiment, mais on est là pour la partie bâtiment. Et on a l'impression d'être un point zéro des mouvements où il y a justement des démarches expérimentales comme celle de Bellastock dont je parlais tout à l'heure. Ça me fait penser en fait à manifesto que l'Italie a produit pour le mouvement du futurisme justement, et notamment au Bauhaus en architecture, donc vraiment dans notre métier, et qui fait tout juste 100 ans. Donc c'est le centenaire de la création du Bauhaus. Et c'est vrai que je vous invite à réfléchir à cette similitude que j'ai faite, hein, ça ne touche qu'à moi personnellement, mais c'est vraiment une similitude. On a l'impression d'être dans le même contexte. En 1919, quand à Darmstadt, les Bauhaus commencent à se demander pourquoi pas utiliser certains types de matériel pour faire de l'architecture, pourquoi faire l'architecture différemment, justement en associatif, ensemble. C'est effectivement, il me semble, ce qui est en train de se produire aujourd'hui en région parisienne, mais aussi en Provence, avec des associations ou des professionnels qui se mettent en route. Justement, c'est ce que nous on a appelé un processus à 2 voies parallèles, et donc il faut faire attention parce que d'un côté on a vraiment l'économie circulaire pure qui pose la question que faire, qui répond plutôt à la question que faire des déchets du bâtiment existant. Et ça, c'est une problématique déjà en soi-même très complexe et qui met ensemble forcément le maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises déjà actuellement avec les cadres réglementaires qu'on a. Et de l'autre côté, on a finalement l'idée de comment concevoir un nouveau bâtiment sur le principe de l'économie solidaire, sociale et solidaire. Donc, comment utiliser une main-d'œuvre pour le réemploi. C'est 2 choses complètement différentes. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est vraiment sur 2 voies parallèles très intéressantes l'une et l'autre, mais qui ne répondent
pas forcément à la même règle. D'un côté, l'économie circulaire pure, de l'autre, de nouveaux principes de conception et de construction. C'est pour ça que je parlais du Bauhaus tout à l'heure. Bien sûr, tous les deux, ils sont liés à la notion de recyclabilité et de réemploi, mais il faut qu'elles prennent deux voies, justement. Il ne faut pas faire confusion aujourd'hui de ce que je vois sur les nets, notamment, mais aussi des discussions, des échanges qu'on a entre nous dans le métier du bâtiment, notamment sur l'économie circulaire. Je vois qu'effectivement, il y a un peu de confusion et qu'il faudrait travailler sur deux routes parallèles selon les deux éléments de concept dont je vous ai parlé. Ce qui veut dire que d'un côté, on a effectivement les acteurs institutionnels, les ministères, l'ADEME, les maîtrises d'ouvrage publics notamment, mais privés également, les entreprises reconnues du bâtiment et travaux publics, et bien sûr les acteurs du numérique. De l'autre côté, il faut faire attention, il y a quand même des fédérations collectives et des associations qui se forment. Là, on est plutôt sur l'économie sociale et solidaire et pas sur l'économie circulaire, mais tout est confondu, c'est pour ça que j'en parle et que je mets là-dessus les doigts, parce que c'est un bémol de tout ce mouvement qu'on est en train de créer et à mon avis, c'est important de ne pas perdre de vue cette dichotomie qui doit absolument être identifiée. Les fédérations collectives et les associations font de la promotion, font de la sensibilisation et parfois de la confusion, donc attention. On a aussi les syndicats et acteurs de la gestion des déchets du BTP, et ça c'est très intéressant parce que de leur côté, ils peuvent aider les institutionnels et tous les acteurs du côté métier du bâtiment et bâtiment de travaux publics et donc là l'économie circulaire pure, comme je disais dans la diapo précédente, en créant dans leur propre camp des zones pour le réemploi. Et donc, créer effectivement, c'est faire porteur d'une sorte de synergie comme les plateformes numériques. Il y a certainement dans tout ça, c'est nouveau, tout le monde essaie de comprendre. De l'autre côté, on a les normatives européennes qui nous proposent 70% qui est énorme. Donc, il faut se poser aussi des questions sur des points bloquants. Moi, je les identifie comme ça. C'est-à-dire, il y a des questions qui nous semblent aujourd'hui sans réponse certaine. On a vu récemment, justement, dans la Gazette qui est sortie hier, un article d'un avocat spécialisé en droit de l'environnement qui est fortement dubitatif sur la possibilité, au moins à terme, peut-être à long terme, mais pas à court terme, la possibilité du gouvernement d'apporter des réponses certaines du point de vue réglementaire. Du coup, on revient à nouveau à quelles questions se poser. Comment concevoir un bâtiment comme une banque de matériaux, comme disait Émilie, déjà identifiés, pour les valoriser, donc les utiliser une seconde fois, lui donner une nouvelle vie. Certainement, c'est possible, mais à condition que tout le processus soit réglementé. Et à minima, on le sait tous, via des tests réalisés par des bureaux de contrôle agréés. L'utilisation de matériel ou de matériaux dans le bâtiment est bien évidemment très important pour la fonction du bâtiment qu'on va refaire avec ces matériaux. Donc on se retrouve en fait à des obligations réglementaires qui sont déjà dans la même loi MOP notamment, donc surtout sur la partie publique que le gouvernement veut comme levier ou plutôt comme exemple. Donc attention à ça. De l'autre côté, comment envisager les projets d'architecture comme un débouché pour les produits du remploi? C'est possible pour les maîtres d'ouvrage privés, certainement. C'est un peu plus difficile pour les maîtres d'ouvrage publics
Parce que malheureusement, alors d'un côté, la solution de faire des tests, de faire des PV sur la qualité du bâtiment réemployable, ça peut se faire, mais c'est là à un coût et ça prend du temps. De l'autre côté, quid de la décennale et de la responsabilité des sociétés et des entreprises. C'est une question vraiment fondamentale qui crée un nœud qui sera difficile à dénouer justement, surtout pour les maîtrises d'ouvrage public, et qui donc fait forcément réfléchir notamment les maîtrises d'œuvre, parce que il faudrait des contrats modifiés pour les décennales. Il faudrait du coup justement se focaliser là-dessus pour comprendre comment pouvoir répondre à cette question qui reste aujourd'hui sans réponse. Il y a quand même des points sortants, soyons favorables et positifs. Il y a des questions avec des réponses adaptées, bien sûr. Dans tous ces marasmes qui se créent sous l'économie circulaire, très intéressant, qui nous permettra, ingénieurs, architectes, constructeurs et repreneurs, de faire justement de la communication entre nous et donc de créer des synergies et d'essayer de répondre. Mais il y a quand même des points certains, donc il y a quand même des questions auxquelles on peut répondre aujourd'hui de façon adaptée. Comment concevoir une banque de matériaux pour les valoriser, donc les réutiliser pour une seconde fois? Justement, c'est ce qui nous amènera par la suite à vous présenter la proposition, la méthode adaptée qu'EDIS est en train de mettre en place concrètement. Donc des méthodologies adaptées et surtout un processus de stockage, de revente, de réemploi fiable et cadré. On parlait tout à l'heure de la traçabilité, tout ça, il faut l'adapter, il faut créer un processus qui soit fiable et cadré. De l'autre côté, comment envisager les projets de déconstruction comme un débouché pour les produits de réemploi? Forcément, c'est possible, tant pour les maîtrises d'ouvrage privées que les maîtrises d'ouvrage publiques. Il faut simplement accepter qu'il n'y a pas forcément des garanties. Par exemple, on peut envisager qu'on n'utilise que les matériaux qui ont des garanties spécifiques et existent, mais où il faut considérer qu'il y a certaines repreneurs comme Cyclap, qui est quand même lié à de gros noms du bâtiment, comme ICAD et GIS. Donc, effectivement, il y a là aussi un processus fiable parce que porté par des sociétés qui sont dans le bâtiment depuis longtemps. Et Cyclap propose une garantie des noms, par exemple, sur les matériaux qu'il réutilise, qu'il propose de réutiliser pour réemploi. Par contre, tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est transport, c'est un coût en plus. Donc, c'est proposé, mais à un coût. Donc, on voit que là aussi, il faut travailler sur ces deux points, la décharge, les garanties, les coûts et les temps. Un processus adapté peut générer un gain des coûts et un gain de temps, certainement. C'est ce qu'on a essayé de voir avec EDIS. Les temps d'utilisation de cette méthode est court, donc ça nous permet pas aujourd'hui de prendre encore des retours d'expérience importants, mais on en a, notamment sur les taux de révalorisation des matériaux réemployés. Et donc c'est là-dessus qu'en fait on se concentre. Comment faire en sorte de donner des points, de travailler sur des points certains, de générer un gain de coûts et de temps qui intéresse forcément les maîtrises d'ouvrage et également donc les maîtrises d'œuvre. Et du coup, voilà que, en conclusion de cette première partie, qui fait comprendre que l'économie circulaire, qui était tout au début une petite
partie de la grosse problématique de l'économie sociale et solidaire, et ben finalement nous amène à la possibilité d'un échange énorme, constructif et certainement très utile pour les secteurs du bâtiment. Il faudra que les sociétés s'adaptent, peut-être tout d'abord ensemble, avant d'attendre des solutions qui viendront du haut du ministère, donc du gouvernement, puisque c'est pas évident en fait dans le bâtiment. Là, Émilie va vous proposer du coup, et on reviendra sur les questions-réponses après sur ce qu'on vient de dire. Sur la partie 3, Émilie justement vous propose comment EDIS, parmi d'autres, donc a réalisé une méthodologie et donc une offre d'économie circulaire pour le remploi des matériaux dans le bâtiment. Donc effectivement, EDIS a relevé le défi d'essayer de mettre en place l'économie circulaire à l'échelle du bâtiment. Donc depuis 2017, elle développe une offre qui s'appelle Save Up, et donc qui permet en fait de revaloriser les actifs immobiliers en transition, donc inoccupation, démolition, rénovation, par la revente en fait des matériaux qui sont donc écartés de la mise à la benne. Ça permet de proposer plusieurs perspectives aux maîtres d'ouvrage. Déjà, le fait d'améliorer la rentabilité de leurs opérations, parce que la revente des matériaux permet de réduire les flux sortants et donc les matériaux qui sont mis en décharge. Ça permet donc, comme on en a déjà parlé, améliorer l'empreinte carbone de l'opération, donc puisque moins de déchets produits, donc moins d'impact carbone. Et ça leur permet aussi, ça leur donne la possibilité d'éventuellement faire certifier aussi leurs projets. Il y a aussi cette idée d'accroître la visibilité des opérations, donc ça leur permet donc d'avoir une bonne image. C'est toujours bien de montrer qu'on fait du développement durable et qu'on s'engage dans ces démarches-là. Donc nous, on intervient donc sur site, on occupe temporairement le chantier. Ça permet aussi d'assurer un lien continu aussi avec les riverains et de donner quand même une image positive. Et dans tout ça, EDIS intervient un peu comme un interlocuteur privilégié dans tout cet écosystème de partenaires et d'acteurs pour la dépose, le reconditionnement et la commercialisation. Puis bien évidemment, donc EDIS c'est avant tout un bureau d'études tout corps d'État, donc il possède aussi une très forte expertise technique et réglementaire qui peut aussi beaucoup lui apporter sur ces opérations-là. Donc EDIS propose en fait son offre en 5 étapes. Donc pour intégrer ce type d'initiative, donc on procède par un audit des gisements, un business case, commercialisation, chantier de dépose et magasin temporaire que je vais un peu détailler plus précisément par la suite. Donc la première étape, c'est l'audit des gisements. Donc c'est l'étape durant laquelle on va pouvoir identifier plus précisément les matériaux et les systèmes qui peuvent être réintroduits dans un processus d'économie circulaire. Donc ça se passe, on procède à un diagnostic sur site. Donc on évalue l'état des matériaux, on estime les quantités disponibles, on estime aussi le taux de revalorisation selon l'état. Et puis on réalise un peu donc on recense tous les matériaux par lot, donc on classe par lot, CVC, plomberie, signalétique, mobilier. Puis ça nous permet donc d'avoir déjà une liste des matériaux avec une description, leur localisation, leurs caractéristiques, leurs dimensions, etc. Et puis aussi on estime donc avec notre économiste un prix de revente aussi des matériaux. On procède en général à une décote de 80% par rapport au prix neuf. Puis par la suite, donc cet audit va aussi nous servir de catalogue des matériaux pour la commercialisation. La deuxième étape du projet, c'est le business case. Donc ça regroupe différents documents. Déjà une veille réglementaire donc sur les statuts de l'économie circulaire pour sensibiliser le maître d'ouvrage aux contraintes juridiques, aux interlocuteurs, etc. Et puis c'est aussi le plus gros travail, c'est l'identification des filières existantes et puis des repreneurs potentiels pour la mission en particulier.
là, à gauche, on voit une image donc des partenaires pour la dépose, le reconditionnement, la commercialisation, les acheteurs, mais aussi la communication qui est très importante sur ce type d'opération. Et puis, selon la nature des gisements, on va privilégier des voies de commercialisation plutôt que d'autres. Pour tout ce qui est gros volume, on va plutôt privilégier les maîtres d'ouvrage qui pourraient intégrer ces matériaux sur leur projet. Pour tout ce qui est matières premières, on va plus se tourner vers les fournisseurs. Pour les pièces détachées, donc les matériaux qui peuvent pas être vendus tels quels, on va plus se tourner vers les mainteneurs qui peuvent aussi être intéressés par ces matériaux. Puis après, sur les opérations, on a toujours aussi un peu des matériaux atypiques qui ont une forte valeur ajoutée et qui peuvent intéresser des designers. Après, dans ce business case, on propose aussi en général une zone test pour pouvoir essayer d'estimer la démontabilité des matériaux et voir si la dépose se passe bien. Et puis, on complète le tout avec une analyse chiffrée un peu plus poussée qui nous permet d'intégrer aussi la dimension de dépose, puisque la dépose soignée a un coût aussi, et puis aussi les coûts liés à la commercialisation et aux commissions des intermédiaires. Ensuite, le gros du travail, c'est la commercialisation. Donc, on commence par, nous, on passe beaucoup par les plateformes de commercialisation qui sont spécialisées dans le réemploi de matériaux de construction, tels que CycleUp, avec qui on est partenaire, mais on passe aussi vers d'autres plateformes, Bacassia ou Le Bon Coin, qui peut aussi nous permettre de toucher certains entrepreneurs également. Donc voilà, il y a tout un travail de dépose des matériaux, de dépose des annonces. Donc il faut essayer de caractériser les matériaux, donner les dates de disponibilité, un prix et certaines conditions aussi pour l'enlèvement et la dépose. Et ensuite, donc, il y a aussi toute cette partie échange avec les acheteurs pour organiser des visites, pour leur présenter les gisements directement sur site, parce que c'est toujours mieux de pouvoir les voir. Et puis, donc, nous, on essaye aussi de compléter avec tout un travail de prospection aussi à côté, parce qu'il faut essayer de maximiser d'essayer de toucher un maximum de personnes. Puis on n'oublie pas aussi de contacter les acheteurs des précédentes opérations qui pourraient aussi être intéressés par ces matériaux-là. Donc ensuite, le chantier de dépose, donc c'est l'étape, donc là on voit un peu un time-lapse d'une dépose. C'est l'étape durant laquelle les matériaux vont être déposés proprement. Donc on dépose seulement les matériaux qui ont été pré-commercialisés pour des raisons de coût. Et donc voilà, selon le type d'opération, EDIS peut être amené à piloter la dépose, ça dépend, ou dans d'autres cas, travailler en étroite collaboration avec l'entreprise de curage. Alors, selon le type d'opération, selon le type d'opération, on peut aussi également mettre un magasin temporaire sur un plateau ou en pied de bâtiment pour que les personnes puissent se rendre sur site et voir directement les matériaux. Il y a aussi cet effet Ikea où les personnes viennent pour prendre des matériaux et repartent avec d'autres. Donc, c'est aussi un bon moyen de commercialiser les matériaux. Donc, au niveau des retours d'expérience, on va vous parler de 2 projets sur lesquels on a travaillé. Le premier, c'est Save Up Aristide, qui s'est achevé en septembre dernier. Donc, ça portait, on est intervenu dans le cadre, en fait, le bâtiment qui allait être démoli pour faire des logements. Donc, c'était un bâtiment de bureau situé à Bagneux. Donc, pour resituer un peu le contexte, il a été rénové en 2011 et jamais reloué depuis. Donc, les matériaux étaient dans l'ensemble en très très bon état et jamais utilisés. Donc, au niveau des matériaux qu'on a revalorisés, on peut vous donner quelques chiffres. Donc, il y a des matériaux qui sont très très bien partis, 100% des grilles d'extraction, les vasques EVC PMR, la robinetterie, les poignées de porte. Donc ça, tout a été vendu. Après, il y a d'autres matériaux, donc nourrices, interrupteurs, prises, extincteurs, où les taux sont un peu plus faibles, entre 10 à 50%. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est un immeuble de 9 étages, les ascenseurs n'étaient pas fonctionnels, donc ça crée des contraintes un peu de manutention, ce qui ne facilite pas l'opération. Et puis aussi, donc c'est peut-être avec une meilleure gestion du temps et des délais qu'on aurait pu revendre tous les matériaux. Et l'aspect aussi de cette opération, donc en fait le déclic c'est vraiment fait avec l'affichage, donc comme vous le voyez sur la photo en bas, qui a vraiment créé un peu
un mouvement et a permis de vendre davantage de matériaux. Donc le deuxième projet qu'on va vous présenter, c'est celui de la tour initiale. Donc c'est dans le cadre d'une rénovation sur la partie haute de la tour suite au départ d'RTE. Donc l'opération est toujours en cours, donc on est en phase commercialisation actuellement. Pour vous donner quelques chiffres, donc on a déjà pu revaloriser 25% des équipements sanitaires, des portes à accastillage, quelques-uns aussi, tout ce qui est groom, poignée de porte un peu, mobilier. Donc dans l'auditorium, il y avait un auditorium, donc le mobilier intéresse beaucoup aussi. Donc ça, on a revalorisé 100% du mobilier. Donc là, c'est vrai que nous, on est dans un environnement un peu plus contraint. C'est un IGH situé à la Défense, donc l'accessibilité est un peu moins facile. On a aussi toutes les contraintes de gestion du planning et des délais. Donc nous, la commercialisation se fait en parallèle au curage. Donc ça rajoute des contraintes et ça nous pousse à vraiment travailler en collaboration avec le cureur. Après, comme tout chantier, il y a aussi les aléas, des risques de casse. Donc ça, on peut pas les prévoir en amont. Puis voilà, c'est vraiment en fait aussi l'idée que aujourd'hui l'économie circulaire, ça représente des coûts, donc avec la dépôt soigné aussi, l'immobilisation du foncier. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des coûts un peu plus élevés que la valeur du marché, si on peut dire en matière de matériaux de seconde main. Après, on peut aussi, donc c'est pas notre créneau principal, mais si on peut essayer de recycler quand on ne peut pas revaloriser, on essaye de le faire aussi. Nous, on a la chance d'avoir Target sur la partie basse et de pouvoir revaloriser une partie, sur un plateau de bureau, la moquette. Donc là, on va vous parler. Donc en fait, c'est en réponse à un appel à projet qui a été lancé en 2018. Donc économie circulaire et déchets, donc lancé par l'ADEME. Donc EDI a candidaté et puis développe actuellement en fait un camion pop-up qui est censé pouvoir aider, les opérations et mettre en place des espaces de travail mobiles d'une opération à l'autre et puis essayer de faciliter donc déjà assurer le bon fonctionnement des matériaux parce que des fois sur site on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, donc c'est dur d'estimer, de vérifier qu'ils sont bien fonctionnels. Après il y a aussi, comme j'en parlais, développer des espaces de travail mobiles, donc pour pouvoir avoir du matériel pour nettoyer, pour pouvoir reconditionner, assurer la traçabilité des matériaux, et puis aussi donc pour avoir tous les équipements nécessaires pour la commercialisation des matériaux. Donc pour conclure, un aspect très important si on veut que le réemploi se généralise, c'est sensibiliser l'ensemble des acteurs du BTP, parce qu'il faut une mobilisation de tous pour qu'on puisse vraiment promouvoir ce type d'initiative. C'est un métabolisme lent, ça on en a conscience parce qu'on a encore des freins réglementaires. On a aussi le contexte qui est pour l'instant pas encore suffisamment favorable pour développer le réemploi et la revalorisation de matière, parce que la mise en décharge est encore compétitive. Et puis il faut aussi essayer de crédibiliser ces initiatives en précisant le cadre réglementaire, en le renforçant également. On en a beaucoup parlé, il y a aussi cette histoire d'anticiper pour mieux prévenir et gérer la revalorisation des déchets, donc c'est une méthodologie qu'il faut mettre en place en amont. Développer donc l'écosystème pour on voit qu'aujourd'hui c'est encore un écosystème restreint, c'est la demande n'est pas encore capable d'absorber l'intégralité de l'offre, et puis donc développer les plateformes d'échange entre les acheteurs et les vendeurs pour faciliter toujours ce type de projet, et puis bien sûr accroître la visibilité qui est nécessaire pour améliorer les résultats des opérations. Voilà. Merci. On espère qu'on va accroître un petit peu la visibilité aujourd'hui. Donc, nous allons passer aux questions. Alors, je vous rappelle que vous pouvez les poser via la boîte de dialogue questions. Les explications s'affichent actuellement sur votre écran. Nous interrompons quelques instants le son, le temps de prendre connaissance des premières questions, et je vous invite à en poser d'autres. Voilà, à tout de suite.
Voilà, nous reprenons la parole. Donc voilà, alors je vais poser les questions. Première question, peut-on valoriser des produits issus de l'économie circulaire dans le label E+C- qui vise à maîtriser le carbone? Alors est-ce que l'une d'entre vous veut répondre? Voilà, donc l'objectif du label E+C-, donc j'imagine que votre question pose plutôt sur la partie C, donc carbone du label, c'est donc d'intégrer des matériaux avec un faible impact carbone. Aujourd'hui, on utilise principalement les FDES pour établir l'impact carbone des matériaux, donc forcément les matériaux de réemploi n'ont pas de FDES. En revanche, on se rend bien compte qu'elles n'ont pas ou presque pas d'impact carbone, puisque leur seul impact est celui d'avoir été déposés soigneusement et transportés sur le site. Je ne sais pas aujourd'hui si le label E+C- autorise de les intégrer, mais en tout cas, on se rend bien compte que leur impact carbone est bien moins important que l'impact carbone d'un matériau neuf. Alors, est-ce que quelqu'un aurait des exemples de clauses spécifiques CCTP en marché public? Forcément non, parce que le marché public, il est réglementé. Donc, il n'y a pas encore un nouveau modèle de CCTP en marché public à utiliser. Bon, j'ai plutôt une remarque. Quelqu'un qui me précise, c'est du côté des assureurs qu'il faut ouvrir le dialogue en matière de garantie et responsabilité. J'imagine que c'est en réaction à une des diapositives. Alors, quelle plateforme de réemploi? Est-ce que vous pouvez nous en citer? Alors, il existe aujourd'hui de très nombreuses plateformes de réemploi sur Internet qui sont spécialisées donc, pour la commercialisation de matériaux de bâtiment. On peut en citer deux, même si on pourrait en citer plein d'autres, notamment Cycle Up, dont on a parlé aujourd'hui, et Bacassia. Mais il en existe de nombreuses autres qui se développent et de nouvelles sortent très régulièrement. Il y a Matabase aussi. Il y a Matabase également. Après, il faut faire attention entre les associations et les vraies plateformes de professionnels du bâtiment. Alors, une question très précise, quel est le coût d'intervention de EDI Save Up? Ça dépend des opérations. Donc, c'est comme tous les autres concurrents. On fixe bien sûr un pourcentage et ça dépend donc des opérations, les plus grosses, les plus petites. On peut pas dire aujourd'hui quel est notre. On n'a pas une devis fixe. On le fait par rapport à l'opération. Alors, quelqu'un qui s'enthousiasme pour le camion pop-up, qui est un super projet et qui précise qu'il en faudrait un par commune ou à minima par département. Donc, je passe à une question. Dans le cadre des ventes de produits de déconstruction, qui est le vendeur, entre guillemets? Alors, ça dépend. Il faut toujours tenir en compte que si on est dans le cadre d'un marché public, c'est le maître d'ouvrage qui est les détenteurs de tout ce qui est bâtiment et c'est l'entreprise qui a la responsabilité de tout ce qui est matériaux à part, introduits dans le bâtiment. Donc tout ça c'est fixé par la loi MOP de toute façon. Pour le privé c'est différent. Est-ce que Caroline tu veux ajouter quelque autre chose là-dessus? Pour répondre dans le cadre spécifique de l'offre Save Up de DIS, la personne qui vend les matériaux, donc c'est la personne qui en était propriétaire, donc en général c'est le maître d'ouvrage. Oui. Oui, d'accord. Beaucoup de questions. Pourquoi établir des guides à destination des différents lots paraissait difficile? Alors, on n'a pas dit que faire des guides par lot. Ce qui nous semble difficile aujourd'hui, c'est que les gouvernements, en particulier les ministères de la transition énergétique, répondent à déjà à une contrainte de la communauté européenne, parce que c'est une norme européenne. Donc, ce qui nous semble difficile, c'est
c'est de le faire à court terme, on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de réflexion, ça demande la synergie de tous les acteurs du bâtiment et du bâtiment de travaux publics, parce qu'il faut quand même tenir en tête que les deux choses sont différentes. Il y a beaucoup plus de taux de révalorisation et beaucoup plus de facilité de réemploi dans les travaux publics que dans le bâtiment proprement dit. Voilà, c'est tout ça qui nous semble mettre de difficultés à la promesse faite des guides. L'ADEME fait déjà beaucoup avec les fiches techniques. Faire des guides pour les bâtiments, avec surtout les gros bâtiments où il y a donc plus qu'une dizaine d'élos parfois, ça nous semble difficile. C'est pas dit qu'est impossible. Ça nous semble difficile à court terme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la responsabilité et des garanties des matériaux vendus et donc réutilisés? Oui, justement, c'était la problématique que j'avais mis en évidence, qu'on avait mis en évidence à un certain moment, donc faire attention. Aujourd'hui, les juristes, ils proposent, surtout au maître d'œuvre, parce que c'est finalement le maître d'œuvre qui est celui-là qui porte plus la responsabilité, notamment pour la décennale. En fait, l'idée c'est de revoir les contrats lorsqu'il s'agit d'un réemploi de matériaux, revoir les contrats pour être sûr que la qualité est intacte et que la responsabilité est maintenue. Donc parce que la décennale est toujours portée par le maître d'œuvre. Donc il faut que le maître d'œuvre se réserve de contrôler et de modifier éventuellement les contrats. Pour ce qui est des responsabilités des sociétés et des entreprises, on sait déjà que tout matériau qui n'est pas neuf, c'est-à-dire qui est déjà ouvert, forcément n'est pas garanti. C'est pour ça que tout à l'heure dans une diapo, on mettait en évidence justement pas de garantie. Et la garantie, elle est sûre pour les matériaux neufs sur 2 ans. Donc il y a la garantie biennale, mais que c'est pour les matériaux au matériel neuf. Et tout le reste est sans garantie. Donc il faut avoir conscience du fait que là, il y a vraiment matière à réfléchir. Et justement, on voit que les juristes et les spécialistes des droits de l'environnement se posent la question et mettent en alerte, justement, font une mise en alerte aux maîtres d'œuvre en particulier sur l'effet qu'à aujourd'hui il y a vraiment une problématique sur les garanties et les assurances. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un gros travail de synergie de tous les acteurs. Bien sûr, là-dessus, les assurances, ils sont aussi acteurs dans cette problématique des remplois et des réutilisations des matériaux dans le bâtiment. Alors, est-ce que vous connaissez des cas concrets de recyclage de structures de bâtiments, par exemple une charpente métallique ou en bois d'un bâtiment existant qui serait utilisée pour un nouveau bâtiment? En expérimental, oui. En privé aussi. Dans le public, non. En privé, c'est sûr que c'est une chose qui peut se faire. Il n'y a pas d'obligation, justement. Donc, notamment, désolée, c'est pas, je pense toujours à l'Italie, mais Milan, c'est la ville du recyclage par excellence actuellement. Les designers italiens utilisent beaucoup de matériel et de matériaux recyclés. Pour vous faire un exemple, a été utilisé comme mezzanine une partie d'un échafaudage utilisé pour un chantier. Ça s'est fait, mais en privé. Donc, je connais pas des exemples dans le public ici en France. Comment un maître d'ouvrage peut-il spécifier une demande quant à une démarche d'économie circulaire, voire de réemploi dans son programme? Alors, il peut bien le faire, et c'est là que je reviens à l'alerte aux architectes. Le maître d'ouvrage, déjà, il le fait parfois aujourd'hui. Il faut faire attention côté maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, il doit absolument mettre par écrit
qu'il s'agit d'une demande de la maîtrise d'ouvrage et qu'il fasse en sorte du coup qu'il y ait une trace écrite de cette demande parce que justement il y a une responsabilité qu'il porte, le maître d'œuvre. Et donc c'est là-dessus que les juristes sont en train de travailler pour essayer justement de sensibiliser les maîtres d'œuvre aux demandes de remploi qui viennent de la maîtrise d'ouvrage, mais qui devraient du coup établir par écrit que la responsabilité du coup est transmise au maître d'ouvrage. Voilà, il y a des problématiques qui sont en train de se mettre en place, mais surtout des cas concrets d'alerte pour les maîtres d'œuvre. Personne qui pose la question, comment est établi le reporting? Le reporting, on n'a pas parlé de reporting, peut-être plutôt les sourcing, peut-être les sourçages. On n'a pas parlé de reporting, on parle des sourçages ou... La question n'est pas précise. Non. Alors, sur le projet Save Up de Bagneux, quels étaient les acheteurs principaux des matériaux vendus sur la plateforme temporaire et donc dans quel projet ont été réintroduits ces matériaux? Alors sur le projet de Bagneux, les principaux acheteurs étaient des petites entreprises de bâtiments qui les ont réemployés sur de divers projets qu'ils pouvaient avoir. On a aussi eu des maîtres d'ouvrage qui ont acheté directement les matériaux pour mettre sur des projets de plus grandes ampleurs. Voilà, c'était nos deux principales sources d'acheteurs. Alors, avez-vous une estimation du coût global du réemploi, c'est-à-dire en prenant en compte la déconstruction sélective, le coût de valorisation plus le coût de commercialisation? J'imagine que ça dépend. Ben oui, ça dépend. Alors, ça dépend vraiment de l'envergure de l'opération, c'est très difficile de répondre et ça dépend également du type de bâtiment et de l'état des matériaux. Donc en fait, on ne peut pas vraiment faire de généralité sur ce point-là. Oui. Alors, est-ce qu'il y a justement des subventions en place pour aider dans le coût global d'une opération de réemploi? Non, pas à notre connaissance. Non. Je regarde s'il reste des questions. Non, non, voilà, on va s'arrêter là. Merci à vous trois, à Sonia Ocello-Monvoisin, Émilie Ball et Caroline Guichard d'être venues partager avec nous votre expertise. Et merci à tous les participants d'avoir suivi ce rendez-vous expert. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Au revoir.